C'est parti, bien de retour jusqu'à 18h. Bonjour, salut, comment ça va? C'est lundi aujourd'hui, on est le 25 septembre 2017. Il est 16h12. Toute l'équipe est très heureuse de vous accueillir encore en cette journée du lundi. J'espère que vous avez passé une bonne et une belle fin de semaine. Tous nos médias sont là sur CJMS 1040 du Grand Montréal, CPAM 1410, CPAM TV, je vous salue bien bas, et vous en webcam studio également. Merci d'être présent avec nous autres. Aujourd'hui, oui, c'est une émission un peu spéciale. Pas mal spéciale. C'est une émission dossier. Et c'est sur la maladie de Lyme. C'est une émission qui est inspirée d'une première entrevue réalisée à l'émission L'Informateur sur CJMS. Et voilà qu'on l'amène à billet de retour pour rejoindre le plus de gens possible. Parce que j'ai été interpellé, et vous le serez également. Je vous dirai tout de suite que suite à ces nombreux témoignages reçus, on a décidé, l'équipe et moi, de présenter 2 émissions spéciales. Disons-le, pour rejoindre un bassin plus important d'auditeurs et auditrices, on a aussi convenu que ces émissions seraient diffusées à billet de retour, ici comme présentement. Ce que l'on veut, ce que je souhaite, c'est que ça ait un impact plus grand. Et quand vous allez comprendre tout ce qu'il y a autour de la maladie de Lyme, quand vous allez entendre ces témoignages, vous allez comprendre. On a sollicité des gens qui ont partagé avec nous leur histoire, et il y en a eu beaucoup suite à l'entrevue avec Mme Sophie Legault-Millard, que l'on vous présentera tantôt. Certains ont préféré, et nous le respectons, ne pas témoigner publiquement. D'autres n'ont pas donné suite, et beaucoup ont accepté. Vous allez donc entendre aujourd'hui, la semaine prochaine, des témoignages via le téléphone. D'autres sont avec moi en studio. Le but de cette première émission, c'est d'interpeller vous, auditeurs et auditrices, de vous interpeller, de vous faire connaître cette maladie de Lyme, la réalité vécue par chacun des participants et participantes. Il est clair que cette émission n'a aucunement pour but de faire la promotion des spécialistes américains qui offrent des traitements. C'est pas normal que ce soit la solution. On ne souhaite pas faire la promotion d'aucun produit naturel ou autre. On s'en est fait un devoir dans l'équipe. Si je me suis engagé à offrir cette couverture médiatique, c'est que suite à une première entrevue, je vous le disais, avec Mme Sophie Legault-Millard, j'ai été touché par son histoire, par le nombre incroyable de témoignages que j'ai reçus suite à cette même entrevue. Et je crois que le milieu médical québécois et canadien, et ça c'est mes paroles, les fonctionnaires, les intervenants politiques, font preuve d'un intérêt qui me semble être un peu douteux, de déni pour plusieurs, d'un manque de connaissances peut-être, des idées arrêtées sur la maladie de Lyme qui favorisent les inacceptables cas de mauvais diagnostics, de traitements inadéquats qui causent l'errance médicale pour plusieurs. La souffrance physique, cette errance médicale et psychologique que vivent plusieurs, ça se doit d'être connu, ça se doit d'être défendu, ça se doit d'être dénoncé. C'est ce qu'on va tenter de faire aujourd'hui à l'émission, avec des invités qui seront tantôt en studio, tantôt via le téléphone, qui ont accepté de parler de leur histoire. Ce sont des gens comme vous et moi, qui ont leur vécu, leurs difficultés, leur situation. Ce sont des gens qui ont accepté d'ouvrir leur cœur, bien sûr, pour faire connaître leur histoire, mais également en guise de solidarité. Parce que le plus important dans tout cela, et nos invités sauront le dire également, ils le pensent certainement, c'est la solidarité. De chacun peut-être qui vit sa propre situation, mais si tout le monde ensemble parle, partage, c'est comme ça que l'on pourra peut-être interpeller ceux qui doivent l'être. Alors voilà pour cette introduction, ce préambule que je tenais à faire absolument. En studio avec moi, je vais vous les présenter l'un après l'autre, mais d'abord, et je la remercie de sa présence, c'est Mme Marguerite Glaser. Mme Marguerite Glaser, qui est la présidente
de l'Association de la maladie de Lyme, qui est avec nous et avec moi en studio. Madame Glaser, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça pourrait aller mieux, mais ça pourrait aller moins bien. Oui, effectivement. Je dis souvent dans les circonstances, comment allez-vous? Ça va très bien. Madame Glaser, je vous remercie de vous être déplacée. L'association qui est très importante et on saura parler de tout ce qui a été fait comme combat, de tout ce qui est fait comme travail par vous et votre équipe. Mais d'abord et avant tout, la question, vous connaissez la réponse plus que quiconque, mais pour bien guider nos auditeurs et auditrices, parlez-nous de la maladie de Lyme. Qu'est-ce que c'est au juste la maladie de Lyme? D'accord. Alors, on va commencer par une définition qui est acceptée par tout le monde de la maladie de Lyme. D'accord. Donc, c'est une maladie infectieuse, inflammatoire. À la base de cette maladie-là, c'est la bactérie qui est la Borrelia burgdorferi. Il y a d'autres Borrelia aussi, mais au Québec, c'est celle-là qu'on considère comme la cause de la maladie de Lyme. Cette bactérie-là, elle est portée par les tiques. Ici au Québec, c'est les tiques à pattes noires, ou tiques du chevreuil. Le terme scientifique, c'est l'Ixodes scapularis. Alors, cette tique prend des bains de sang sur des petits mammifères et aussi peut se retrouver sur nos petits mammifères à nous, donc chats, chiens, et sur les êtres humains. Et à la différence des petits mammifères comme les souris à pattes blanches ou même les oiseaux, nous, on tombe malade. Et nos chiens, nos animaux de compagnie, comme les chiens aussi, peuvent en souffrir. Alors, c'est une maladie qui existe au Québec et en Amérique du Nord depuis un certain temps. Elle a été identifiée pour la première fois à Lyme, Connecticut, dans les années 70, mais on est pas mal certain qu'elle existe depuis beaucoup plus longtemps que ça. C'est vraiment les premiers cas qui ont été identifiés chez des enfants dans ce village-là. Et voilà. Alors ça, c'est la définition, on va dire, stricte. Ensuite, quand on parle de maladie de Lyme au Québec, c'est qu'il y a plusieurs choses qui sont rattachées à ça. Par exemple, les tiques peuvent aussi comporter d'autres maladies. L'anaplasma, la babesia, on en parle sur le site de l'INSPQ. Ça aussi, ça rentre un peu dans la maladie de Lyme, parce que si on se fait piquer par une tique infectée, on peut aussi recevoir ces bactéries-là. Et on va parler un peu les signes et symptômes quand on vient de se faire piquer. On parle souvent d'un érythème migrant. Malheureusement, c'est là qu'on rentre déjà dans une espèce de controverse, c'est que on en parle beaucoup trop de cet érythème migrant, comme quoi 70 à 80% des gens qui se font piquer vont l'avoir. Je n'ai jamais vu cette statistique-là dans aucune étude scientifique. Les études vont plutôt pointer vers, on va dire, une moyenne de 50%. Et même le site du gouvernement du Canada a enlevé cette statistique de son site de l'Agence de la santé publique du Canada, justement, parce qu'il n'y en avait pas de preuves. Au Québec, on continue à utiliser ce chiffre-là et ça fausse les données parce que les médecins disent, bon, on cherche ça. Ça doit être un érythème migrant, 5 cm et plus. C'est très, très, très spécifique comme signe qu'on peut avoir. Puis les symptômes, on parle de fièvre, on parle d'une fièvre en plein été, des douleurs musculaires, des douleurs aux jointures. Puis là, encore une fois, si on parle du premier stade d'infection, c'est là que ça se complique encore. Parce que si on ne soigne pas la maladie, si on ne la reconnaît pas, on ne la soigne pas rapidement, elle peut très rapidement aller dans un second stade qui serait disséminé, mais encore aigu. Puis après, on rentre vraiment dans le stade tertiaire, qui est un stade, le mot m'échappe, mais disséminé avancé. Donc là, on parle que tous les systèmes peuvent être affectés. Donc, on parle du système musculaire, cardiaque, jointure, lymphatique et tout ça. Ça peut vraiment avoir neurologique surtout. Ça peut avoir des conséquences dévastatrices sur le corps au complet. Ces cas-là, bien qu'on reconnaît au Québec que ce stade 3, on va dire, existe, c'est très difficile de se faire diagnostiquer avec ce stade-là parce que on n'a pas l'érythème. On l'a plus à ce moment-là, l'érythème. Puis ça peut ressembler à plein d'autres maladies. Et voilà. Justement, c'est là où on est à se battre de votre côté, de côté de d'autres. C'est là où les idéologies se divisent. J'aurai l'occasion de le faire entendre tantôt, ici en passant comme ailleurs dans le monde, hein, parce que pour avoir eu des contacts, on fera entendre quelqu'un tantôt, même en France, il y a des divisions et tout. On parlera des États-Unis plus tard, mais c'est là où est le problème. Hein, c'est que si après un certain temps, vous n'avez pas été diagnostiqué,
notre système présentement est très peu ouvert à penser que vous pourriez quand même l'avoir. Ce n'est pas une maladie considérée comme chronique. Non, exactement. Puis c'est pas une maladie pour laquelle on a vraiment un code diagnostic non plus. C'est ça. Donc on tombe un peu à l'extérieur de tout ça parce que oui, on peut être très malade, mais ça va. La maladie de Lyme, là, ça c'est une affectation 2-3 semaines, là, on guérit ça en 2 semaines d'antibiotiques. Donc si après 2 semaines, 3 semaines, vous êtes encore malade, ça peut pas être la maladie de Lyme. Donc il y a un petit peu une déconnexion à ce niveau-ci avec les directives qu'on reçoit du gouvernement. Il y a une certaine ouverture que j'ai remarquée il y a 1 an dans une conférence que faisait le Dr Millard de l'INSPQ. Il a parlé que dans le stade avancé, que lui parlait, des fois ça nécessitait de 30 à 60 jours d'antibiotiques. De vive voix, il a dit que ça pourrait nécessiter un traitement par intraveineux. Mais tout ça, c'est un peu dans le flou encore parce que je ne l'ai pas trouvé écrit nulle part et je connais pas beaucoup de gens qui ont ouvertement pu avoir accès à ces soins-là. Et je ne dis pas que 60 jours serait suffisant non plus, mais c'est une avancée, c'est certain. Je comprends. Parlez-moi du travail que vous faites pour tenter justement d'interpeller le milieu médical, mais politique. Et on ne dira pas tout ce qui s'en vient parce que ça vous appartient, puis il y a dans ça des stratégies qui sont les vôtres. Mais votre travail, c'est ça, c'est de créer une ouverture d'esprit. Dire, attention, on est peut-être fermé, un peu berné, on est en déni un peu, mais il y a cette possibilité-là également. Ce que vous dites, je ne veux pas vous faire prononcer quelques paroles que ce soit, c'est allez voir un peu, fouillez un peu, ne demeurez pas avec vos œillères. C'est ça que vous demandez au milieu. Absolument. C'est-à-dire, là, il y a plusieurs milieux. Le milieu médiatique est quand même assez ouvert à nous. On a eu quand même, ça a été une des actions principales pour nous dans les dernières années, faire des manifestations, des articles dans les journaux, parfois à la télé. Ça, c'est sûr que ça ouvre l'esprit un petit peu de la population en général. Puis on sait que les docteurs, ils écoutent ça aussi. Absolument. Malheureusement, l'année passée, on a reçu une position officielle qui a été imprimée dans la presse de la part d'infectiologues au Québec, qui a vraiment démontré une fermeture d'esprit, mais ils me l'ont fait parvenir. J'ai même eu de la difficulté à le croire parce qu'on nous accusait d'être un groupe bien nanti, qu'on faisait partie d'un truc chose qui était vraiment de la fabulation, en fait, totale. Ensuite, malheureusement, du côté médical, pour nous, c'est très difficile d'approcher qui que ce soit parce que les instances, les gens qui décident sont entièrement fermés. Pour eux, on est vraiment limite des charlatans. Même nous, les malades, on est les charlatans dans cette affaire-là. Puis du côté politique, c'est certain qu'il y a une ouverture. Puis le plus qu'on en parle, je veux dire, les gens du politique sont là pour travailler pour le peuple. Donc, c'est peut-être la différence un peu entre les médecins qui ont pris une position un peu je dirais pas population, mais anti-malade. C'est comme nous contre vous, puis vous n'avez pas la vérité, puis nous, on l'a. Effectivement. Dans le politique, c'est très différent. Dans le politique, on voit qu'il y a un problème. On le sent qu'il y a un problème. C'est pas juste l'histoire d'une personne qui sort dans les médias. 1, 2, 3, 10, 20. On en parle partout. Au Canada, en entier, c'est le même problème. Je viens de participer à une rencontre de l'Agence de santé publique du Canada. Chaque province était représentée. Chaque province avait exactement les mêmes problèmes. On était d'accord sur presque tout. Donc, c'est pas ça vient pas de nulle part, 2, 3 personnes qui essaient de convaincre quelqu'un de quelque chose. Là. Donc, on sent cette ouverture du politique qui se dit, on commence à voir qu'il y a une espèce de masse critique. Là. On en entend assez parler. Là. Il doit y avoir quelque chose, là, parce qu'à un moment donné, c'est des gens qui se réunissent pour inventer quelque chose. Non, c'est ça. Ils ont tous sans vous interrompre, mais ils ont tous la même réaction, la même que j'ai eue. Avec tous les témoignages suite à une seule entrevue, on en a reçu, là, c'est incroyable. Je dis là, c'est pas tout le monde qui fabule, c'est pas tout le monde qui il y a quelque part, il y a une réalité. Et c'est tellement des cas qui sont touchants. On pourra en reparler, je vous remercie de cette première approche, on pourra en reparler. Notre autre invitée, Sophie Legault-Millard, que vous avez peut-être entendue à l'émission L'Informateur, qui est avec nous en studio. Bonjour Sophie. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va bien. Dans les circonstances? Dans les circonstances, malgré la chaleur. Ben oui. Ça joue sur le psychologique, sur l'humeur. Des gens qui veulent s'enlever la vie, c'est pas rare. Et malheureusement, on parlait de différents diagnostics, et on pourra en parler avec un autre invité tantôt,
qui se bat pour sa fille, et je trouve ça tellement admirable, parce qu'il y a plusieurs symptômes de la maladie de Lyme qui s'apparentent à d'autres symptômes, dont la sclérose en plaques. Il y a des gens qui m'ont écrit pour la fibromyalgie également, qui sont traités pour la fibromyalgie. Ça change absolument rien, mais le médecin a trouvé que, bon. Sophie Legault-Millard, bonjour donc, et merci d'être à nouveau là au micro. Je vous dirai, chers auditeurs et auditrices, que l'émission d'aujourd'hui est inspirée par une première entrevue. Je m'étais intéressé par un confrère, Jocelyn, qui m'a dit, il faut que tu connaisses cette histoire-là. On a fait l'entrevue, les témoignages sont entrés. On a décidé, décidé de s'y intéresser. On n'a pas le choix, ça interpelle directement, ça me touche beaucoup. Alors, Sophie Legault-Millard, pour une je ne sais combienième fois dans votre vie, je vais vous demander de nous raconter un peu l'histoire qui remonte il y a 16 ans. On ne passera pas là, toutes les années, mais au départ, il y a la vie qui chamboule. Il y a des symptômes, il y a un problème dans votre vie. Par la suite, on peut vous écouter. Oui. Ça a commencé, j'étais dans l'adolescence. Puis tranquillement, ma vie a chamboulé. J'étais sportive, je suis devenue maman, j'allais à l'école, je travaillais en même temps. Puis du jour au lendemain, j'ai la fatigue intense qui prenait toute la place dans mon quotidien. J'ai eu de la difficulté à me relever de tout ça. Puis, par la suite, j'ai eu des chocs électriques qui me passaient à travers le corps. J'ai eu des engourdissements qui ont parti des pieds puis qui ont monté graduellement pendant des mois jusqu'aux épaules. Puis, ça a été les plus gros symptômes du début. Puis, j'étais allée voir des médecins, mais bon, ça a pris 3 médecins pour qu'on m'envoie voir un neurologue, puis qu'on fasse une semble électrique, puis c'est pas un nerf sciatique, ou c'est pas dans ta tête, ou c'est pas... fait que rendu là, après 9 mois d'attente, j'ai passé une résonance, puis j'ai rencontré un neurologue, puis le diagnostic il est tombé de sclérose en plaques. C'est ce que j'allais dire, le diagnostic de sclérose en plaques. On va dépasser la demi-heure un tout petit peu, Jessica, on se donne la permission. Donc, le diagnostic de sclérose en plaques est là. On traite et tout. Est-ce qu'il y a amélioration? Est-ce que ça ramène un peu? Peut-être un peu sur le coup, mais les symptômes finissent par persister. La fatigue, je l'ai jamais senti partir, sauf depuis dernièrement. C'est une fatigue qui est pas normale. C'est une fatigue où tu as de la difficulté à te concentrer, tu as de la difficulté à parler, à réfléchir. C'est le cognitif qui en prend un coup. Quand tu te réveilles le matin, tu as comme une période de temps que t'es comme le monde te parle, mais tu t'as assimilé la moitié, puis à un moment donné, tu réponds parce que tu viens d'assimiler. Mais c'est comme ça toute la journée, des fois. Puis ça, c'est difficile. Fait que c'est ça. Là, à un moment donné, là où je veux en arriver, c'est le déclic. OK, on est donc diagnostiqué sclérose en plaques, on est traité. Et là, à un moment donné, il y a un déclic qui se fait qui dit, ah, j'entends parler de la maladie de Lyme, et ça me ressemble. C'est beaucoup plus mon diagnostic. Ouais. Ça s'est passé comment, ce déclic? Ça, j'étais en train de... J'ai regardé l'émission à Canal Vie Quand la maladie vous mord. Puis j'ai vu un autre cas, des gens qui ont failli avoir le diagnostic de sclérose en plaques et une qui l'a eu, le diagnostic de sclérose en plaques, qui a vécu des années aussi comme ça. Puis ces symptômes me ressemblaient beaucoup, la spasticité, les raideurs, les migraines, la névrite optique. Bon, c'est des choses aussi qu'il y a dans la sclérose en plaques, c'est similaire. Mais moi, la migraine, on me disait que c'était pas ça. Il y a de la tachycardie, ça, c'est pas la sclérose en plaques. Il y a d'autres symptômes, par exemple, que... Et là, à un moment donné, on consulte, et vous découvrez qu'aux États-Unis, et je l'ai bien dit tantôt, on ne fera pas la promotion des États-Unis, parce que moi, le but, je pense qu'on a tous un jour, c'est d'être capable d'être connus ici, là. Donc, on ne fera pas la publicité de ce qui se passe aux États-Unis et tout, mais vous, c'est vers un spécialiste ou une spécialiste des États-Unis qui vous a diagnostiqué la maladie de Lyme et qui a peut-être, jusqu'à maintenant en tout cas, vous a aidé dans votre cheminement, là. Ça aide un tout petit peu, sans que ce soit miraculeux, mais c'est comme ça que ça s'est passé. Ouais.
si vous me le permettez, comme je le disais, on va faire la pause, mais on n'ira pas trop vers les États-Unis, parce que ce qui m'intéresse, c'est ça ici. Ce qui nous intéresse, je pense tous ici, c'est que un jour, pas si lointain, espérons-le, on n'est plus à parler de ce qui se fait aux États-Unis, mais de ce qui se fait ici. Ici, ouais. Parce que là, on commence à aller avec ce que l'on tente d'éviter toujours dans ce milieu médical. Et je ne sais pas s'il y a des gens qui... mais je ne veux pas en faire trop de la polémique ou d'éditorial avec ça, mais il y a peut-être des gens du milieu médical ou politique qui ne réalisent pas qu'ils participent à cette... effectivement, un système de santé à deux vitesses. Tu as des sous, tu peux aller te faire traiter, tu n'en as pas. Vis avec le diagnostic que l'on te donne. Ce qui fait qu'il y a des gens, et vous avez sûrement des gens qui vous en témoignent, Mme Glaser, qui sont en errance médicale, ou qui sont obligés d'accepter le verdict qu'on leur donne pour avoir au moins des pilules abordables. Sinon, on n'a pas de traitement, il n'y a rien. Tout à fait, tout à fait. Au niveau du soutien qu'on offre à l'association, c'est sûr qu'il y a certaines personnes qui nous disent, bon, je viens de me faire piquer ou je me suis fait piquer récemment et tout ça, mais on a aussi des histoires d'horreur qu'on peut comprendre, un peu nous tous aussi, mais des gens qui disent, ça fait 7 ans que mon conjoint ne sort pas de la maison, il n'y a aucune aide pour nous, on a peut-être un brin d'espoir qu'il y a quelque chose à faire, quelque chose. Je ne dis pas qu'ils ont la maladie de Lyme, je ne peux pas le savoir, mais ces histoires-là, on dirait que les gens, ils ressortent un peu des coins, là, puis ils disent, moi aussi, on m'a complètement abandonné au Québec, j'ai pas de soins de santé. Effectivement. Et je tiens à le dire d'ailleurs parce que c'est important. Vous êtes là, Mme Glaser, avec l'association, pour des gens et les supporter, les aider et se battre pour que la maladie soit reconnue comme chronique, bon, que tout le monde, mais aussi pour quelqu'un qui veut de l'information parce que peut-être vient d'être piqué, ou la maladie de Lyme, mais là, c'est mauvais diagnostic, mais vous êtes là pour les gens qui, pour informer sur la réalité de la maladie de Lyme. Elle est au Québec, là, elle est chez nous, là. Elle est au Québec. Les paroles du Dr Millard directement, un cas peut arriver partout au Québec. Ouais. Pourtant, on cible des régions. Il y a quelques jours, quelqu'un m'écrit, à moi personnellement, je me suis fait piquer à Montréal, mon médecin dit, il n'y a pas de Lyme à Montréal, je ne veux pas me faire soigner. J'ai dû aller au privé, au Québec, pour recevoir le diagnostic, le traitement. J'avais lu que ça prenait 6 semaines. Je lui ai demandé 6 semaines, il me l'a donné. Oui, vous avez raison, parce que j'ai eu un témoignage, effectivement, parce qu'on cible. Hein. Alors le médecin dit, bon, Montérégie, tout ça, si tu es en dehors de ces régions-là, on va te vérifier pour autre chose. Ça se peut pas, tu n'es pas dans la bonne région. Écoutez, il y a tellement de choses à dire, c'est tellement complet. On va faire la pause, Jessica, et puis au retour, on a d'autres invités, on va aller en témoignage téléphonique. Sophie Legault-Millard, on aura l'occasion de continuer à parler. Madame Glaser aussi, M. Cassatley qui est avec nous, qu'on aura tantôt. Vous pouvez intervenir à tout moment. Quand vous avez quelque chose à nous dire, vous le faites. On va faire la pause à cette édition spéciale de l'émission Billet de retour sur votre CPAM 1410, CJMS 1040 du Grand Montréal, CPAM TV en webcam studio également. Merci d'être là. Aujourd'hui, émission spéciale sur la maladie de Lyme. Pour que vous, auditeurs et auditrices, sachiez exactement ce que c'est un danger réel, sans paniquer, sans être alarmiste, que c'est un danger réel, pour bien sûr peut-être interpeller un peu le milieu médical et politique, qui commence à l'être, je dois vous le dire, et aussi, pour d'autres personnes qui ont peut-être besoin de soutien, parce qu'il y a des groupes, il y en a plein de groupes, et il y a votre association, mais je le sais pour avoir entendu des témoignages de gens qui ont allumé en entendant l'émission ou l'entrevue, ou de gens qui s'isolent, qui ne sont pas sur les réseaux sociaux, et qui s'isolent et qui disent, bon, ben, peut-être qu'il est possible d'avoir de l'aide. Alors, c'est pour tout ce beau monde qu'on est là. On fait la pause, on est de retour tout de suite après. Vous écoutez Pascal Poudrier.
Il est 16h40 minutes. On est de retour sur CPAM 1410 et GMS 1040 en CPAM TV, en webcam studio également. C'est l'émission Billet de retour. On est là pour le retour à la maison. En dossier spécial aujourd'hui, si vous venez de vous joindre à nous, la maladie de Lyme. On parle du Québec, du Canada, on parle de chez nous, mais c'est un phénomène qui est vécu ailleurs aussi, où il y a une certaine, j'oserais dire, résistance du milieu médical et politique qui va de soi. Mais ce qu'on veut faire aujourd'hui, c'est de vous présenter ces témoignages que j'ai reçus. Et je ne pouvais faire autrement que de les partager avec vous. J'ai demandé à des gens de le faire, ils ont accepté. En studio avec moi, Mme Marguerite Lazare, qui est présidente de l'Association de la maladie de Lyme du Québec. Sophie Legault-Millard, qui est un peu le leitmotiv, hein, le point de départ de toute cette série d'émissions. Et M. Cassatli, qui est avec nous également, que vous allez entendre tantôt. Je vous le dis tout de suite, une histoire qui m'a jeté par terre, qui m'a interpellé énormément, et je vous le laisserai la raconter, cette histoire. J'ai Mme Guignard qui est au téléphone, qui est un autre témoignage que nous aurons, mais juste avant, une mise au point très importante. J'ai dit vouloir éviter, Mme Lazare, de parler des États-Unis pour les raisons que l'on sait, mais on parle de cette ouverture. Il y a des soins qui sont donnés au Canada, certains médecins qui désirent le faire, qui sont plus ouverts. Exactement. Alors, comme je vous ai mentionné tantôt, la situation est vraiment similaire partout au Canada. Ouais. Il y a des cas partout au Canada, des gens pas pris en charge partout au Canada. Puis il y a deux médecins dans l'Ouest canadien, la Dr Liz Zubek et le Dr Ralph Hawkins, donc Colombie-Britannique et Alberta, qui s'affichent comme pratiquants à l'extérieur des lignes directrices officielles qui ont été adoptées par le Canada. Ils font pas non plus du n'importe quoi. Il y a beaucoup d'autres lignes directrices qu'on peut utiliser, certaines très fiables et qui ont été endorsés par plusieurs États, etc. Puis eux, ils s'affichent, puis ils ont aussi beaucoup de recommandations par rapport aux tests, parce qu'on sait qu'il y a des problèmes avec les tests. Ben, eux, j'ai exactement la recommandation du Dr Hawkins par rapport à comment on pourrait faire avec les tests pour que ce soit mieux. Ils ont des recommandations, comment faire le traitement. Donc, ça existe même au Canada. Donc, c'est pas juste un complot des États-Unis là pour nous faire venir et prendre l'argent des Québécois. Là. Je veux dire, le problème est réel. Puis, il y a des solutions au Canada qui sont montées. Ces gens-là, c'était des médecins normaux, on va dire avant, qui ont vu la problématique puis qui ont de très, très bons résultats avec leurs patients. Ils ne se sont pas improvisés médecins, ils le sont, mais ils ont cette ouverture d'esprit. C'est un peu une petite lumière, hein, une petite lumière intéressante. Je veux vous faire entendre Mme Rachel Guignard, qui est porte-parole de l'Association québécoise de la maladie de Lyme, qui a été faussement diagnostiquée sclérose en plaques en 2001. Mme Rachel Guignard, bonjour. Bonjour, ça va bien? Oui, vous-même. Oui, ça va bien, merci. Excellent. Madame Guignard, c'est pas très compliqué le but de l'émission aujourd'hui, bien que ça peut l'être pour vous autres, puis je sais ce que vous vivez. Ce que je veux dire, c'est que je veux vous laisser vous raconter. Je l'ai initié, vous avez été faussement diagnostiqué avec sclérose en plaques en 2001. Vous êtes sur traitement pour Lyme depuis 2015. Racontez-moi votre quotidien, racontez-moi un peu votre histoire. OK, bien, si je pense, juste avant mon diagnostic, le faux diagnostic de sclérose en plaques, j'ai commencé à avoir, comme un peu Sophie le mentionnait, j'ai commencé à avoir beaucoup de fatigue. C'est parti après 2 ou 3 mois. Je pourrais dire, c'est parti pendant 6 mois, 9 mois, c'est revenu de façon plus intense, ça s'est installé. J'ai commencé ensuite à avoir des migraines, des palpitations, tachycardie, j'avais de la basse pression, j'avais des problèmes à un moment donné d'élocution pour parler, pour initier la parole, trouver les bons mots. Ça s'est installé, c'est reparti, c'est revenu. C'était comme la plupart des symptômes ont commencé comme ça. Moi, ça a commencé de façon aléatoire, là, ici et là, puis ça partait, ça revenait. Pas tous en même temps. C'était vraiment comme un et l'autre se suivaient. J'ai eu des problèmes de vision, j'ai fait une rétine optique, j'ai eu des examens, j'ai eu des examens cardiaques, évidemment. Ensuite, j'ai eu des engourdissements, des faiblesses au niveau des membres, au niveau de la joue aussi. J'avais commencé comme à avoir une paralysie, mais pas assez pour investiguer un peu plus loin, parce que c'est passé rapidement, ça c'est parti.
On a écarté à ce moment-là la CV, on a écarté des problèmes cardiaques aussi, saignement ou tumeur au cerveau à cause d'une migraine. Ensuite, quelques années après, je dirais 3 ans après, en 2001, le diagnostic est tombé parce que j'ai commencé à avoir des symptômes qui sont restés. Malheureusement, la fatigue s'était installée pour rester, avec ces symptômes d'engourdissement, des picotements. Alors là, le diagnostic est tombé d'un neurologue à ce moment-là à Montréal, dans la région Montréal. Permettez-moi, Mme Guignard, vous me dites, au moment où j'ai tous ces symptômes, ces problèmes, on élimine les problèmes l'un à l'autre, les maladies possibles l'un et l'autre. Jamais il n'est question de la maladie de Lyme, on n'investigue pas, ça ne fait pas partie de ce qu'on élimine? Non, jamais. J'ai jamais entendu. Oh non, jamais. Ça n'a pas été quelque chose. Moi, avant que moi-même, je prenne conscience que ça pourrait être la maladie de Lyme, il n'y a jamais un médecin ou dans le corps professionnel de la santé, j'ai jamais eu une personne qui m'a parlé de la maladie de Lyme, que ça pourrait être la cause de mes soucis, de mes problèmes de santé. Votre vie change en 2015, oui. Au moment où c'est les États-Unis, au moment où vous décidez d'aller là-bas, de votre propre chef, avec votre propre argent, vous n'avez pas le choix, vous allez vers les États-Unis. Qu'est-ce que ça a changé dans votre vie? Excusez-moi. Allez-y, il n'y a pas de problème. En 2015, donc, vous allez vers les États-Unis, vous faites l'effort, vous investissez de votre propre argent. Ça a changé ma vie, littéralement. Je ne pourrais pas dire le contraire. Je vivais plus, là. C'était vraiment un problème complet. J'étais rendue, c'est ça, je travaillais plus, j'avais plus de vie sociale. La seule chose que je pouvais faire, c'est prendre une douche rapidement, aller me recoucher. Prendre soin de moi, là, physiquement, je le faisais, mais je faisais rien. Ni de commission, ni d'aller souper avec des amis, faire des petites choses quotidiennes comme ça, là, de même répondre au téléphone. Parce que moi, physiquement, le corps, il veut plus. Non, j'étais trop fatiguée. Psychologiquement, c'est la même chose. Oui, c'est ça. C'est pour ça là, que tantôt j'écoutais Sophie parler et que je me reconnaissais dans les symptômes, mais c'est qu'à un moment donné, quand ça fait 15 ans que tu vis avec cette maladie-là, puis tu perds ton travail, tu perds tout, tu perds ton autonomie, tu as de la difficulté à fonctionner. Moi, j'avais perdu presque l'usage de mes mains. C'était gros pour moi. J'étais à ce moment-là infirmière en CLSC. J'ai dû quitter mon travail en CLSC pour aller à Info Santé parce que c'est au téléphone. Mais même après quelques années à Info Santé, j'étais plus capable de faire le travail qu'on me demandait, étant donné que c'est une tâche au niveau cognitif, ça demandait beaucoup d'attention, de connaître de la mémoire aussi, d'avoir une bonne mémoire des protocoles, d'aller vite rechercher, parce que c'est ça qu'au téléphone, on ne doit pas traîner, c'est rapide. En fait, c'est ça. J'ai dû quitter mon travail en 2014. J'ai arrêté de travailler dans la profession d'infirmière. Puis à ce moment-là, ça a été un gros deuil. C'était suite à 3 ou 4 poussées de sclérose en plaques, comme je disais que c'était, mais même avec des traitements, on a changé de traitement. Même après 2 ou 3 changements de traitement, il n'y a pas eu vraiment de changement significatif. Ça empirait tout le temps mon état. Jusqu'à 2015, en juin, j'ai commencé le traitement de la maladie de Lyme avec un médecin aux États-Unis. J'ai complètement arrêté la médication pour la sclérose en plaques. Puis j'ai jamais refait de rechute après. J'ai jamais détérioré. Au contraire, j'ai toujours amélioré depuis. Ça continue encore aujourd'hui. Dans votre témoignage, vous m'écriviez « Je suis mieux à 85 ». Oui, là, je peux dire que c'est 85 à 90. Beaucoup plus fonctionnel. Oui, j'ai recommencé à travailler. Je suis capable d'avoir une vie sociale, de faire mes commissions, de faire mes propres repas. Je m'occupe moi-même de mon ménage. J'ai plus d'autonomie. C'est beaucoup. Je vous comprends. Vous êtes porte-parole de l'Association québécoise de maladie de Lyme. C'est tout en votre honneur d'ailleurs, parce que vous voulez, comme Mme Glaser, comme d'autres, que la situation change, qu'il y ait reconnaissance. Et exactement. Ce mieux-être que vous avez, permettez-moi de vous le dire, Mme Guignard, vous avez payé de vos poches.
Oui, est pas oui, normal. depuis le début, Qui est c'est ça. pas Mais normal. j'ai essayé ici au Québec d'avoir de l'aide. C'est sûr que mon médecin de famille, il m'aide, mais il va me prescrire comme les tests, les examens que mon docteur des États-Unis va me recommander. Mais lui ne prendra pas le risque de represcrire ou d'appuyer ce que le médecin des États-Unis va prescrire en tant que traitement. Parce qu'il reste quand même une peur, parce que lui, il serait hors du cadre, il serait hors du protocole. Alors, il est comme pas protégé, si on peut dire. Là. S'il arriverait quelque chose, c'est lui qui serait responsable. Alors, il voulait pas s'impliquer à ce niveau-là. Puis, je le comprends. Je le comprends. C'est pas qu'il veut pas, c'est parce qu'il ne peut pas. Puis, j'ai une très bonne relation avec mon médecin de famille. C'est quelqu'un qui me suit depuis des années. Puis, il y a beaucoup plus d'ouverture de sa part pour la maladie de Lyme que mon neurologue qui me suivait, qui me suit encore d'ailleurs pour la sclérose en plaques. Je l'ai revu il y a peut-être 3 semaines, mon neurologue, puis encore là, je voyais une fermeture. Là. C'est vraiment impressionnant. Fermeture devant laquelle vous ne pouvez rien faire. Hein? On subit, on dit, bon, ben, on n'a pas le choix. Non. Madame Guignard, je vous remercie infiniment de ce témoignage et de ce genre de témoignage, Madame Glaser, que vous entendez souvent. Puis je veux également dire que vous êtes, mais Lyme, quand la maladie nous mord, ce fameux documentaire, il est sur YouTube et vous y avez participé. Vous y avez participé d'ailleurs avec et 3 autres personnes. Oui, effectivement. Oui. C'est disponible sur merci YouTube. de votre émission. C'est moi qui vous remercie d'avoir témoigné. Vous allez faire du bien à d'autres et en même temps, ça nous fait réaliser au grand public la réalité de la maladie de Lyme que je connaissais. Puis finalement, je m'aperçois que je ne la connaissais pas. Merci infiniment à vous. Merci beaucoup. Portez-vous bien. Bonne journée. Bon courage. On disait, hein, c'est vers les États-Unis qu'elle a été chercher ce réconfort. Moi, c'est la chose et je comprends, mais c'est la chose qui me choque le plus, c'est qu'ici, on n'est pas en mesure et c'est le genre de travail que vous faites pour dire, il faut que ça cesse, hein, Mme Glaser, il faut absolument qu'on puisse être soigné ici, être reconnu ici. Ça encore, là, tous ces problèmes de santé physique et mentale, il n'y a personne qui l'a inventé, c'est du vécu. C'est pas des histoires inventées, c'est pas pour faire pitié, c'est du vécu et des gens qui m'ont écrit, moi, j'ai un monsieur que je salue, je sais qu'il est à l'écoute, qui est à 3 tentatives de suicide. À 3 tentatives de suicide. Et un monsieur avec qui j'ai parlé au téléphone il était de bonne humeur. Il jasait, était de bonne humeur. Je dis, comment vous en êtes arrivé là? Il ne sait pas. L'épuisement physique, mental, hein, probablement, qui a fait qu'il s'est rendu là. Mais il ne peut pas me l'expliquer dans le sens où c'est pas quelqu'un qui est normalement suicidaire. Vous devez en entendre des cas terribles. En voir et en entendre. Mais absolument. Je veux dire, être malade, on peut dire que c'est une des choses les plus difficiles dans la vie. Ben oui. On s'entend. Être dans un corps qui ne fonctionne pas bien, dans un esprit qui a de la difficulté à fonctionner. C'est une chose quand on a une maladie qui est reconnue. Et voilà. Parce que dans notre entourage, on va aider, on va amener quelque chose à manger, on va soutenir, on va envoyer des belles pensées, tout ça. Ça, les gens ont tendance à nous regarder un peu tout croche. Ah ouais, t'as pas l'air malade, toi? Le médecin t'a pas dit que t'étais malade? T'es-tu sûr, toi? On fait face à ça beaucoup, puis c'est dans la famille, dans les amis, c'est un peu la même chose, puis malheureusement, c'est la nature humaine, je veux dire, parce que d'habitude, on n'a pas l'air malade, ou ça paraît pas. Alors, les histoires de tentatives de suicide, je veux dire, oui, c'est quelque chose, souvent on en parle quand on rencontre des gens, on parlait de faire des groupes de rencontres, là. Ce mot-là, ça prend pas 5 minutes, puis quelqu'un le mentionne. Le découragement, le désespoir total, de se sentir complètement abandonné, on finit par douter de nous-mêmes parce qu'il y a plus personne qui nous croit ou quelques petites personnes. Puis ça serait donc même plus facile de plus devoir se battre. Oui. Je pense que vous avez dit quelque chose que je trouve très important. Vivre tout ça sans être reconnu comme malade. Je pense que c'est ça. On se sent abandonné. Puis la lumière au bout du tunnel, on disait, elle est où, là? Et on me reconnaît même pas pour ce que j'ai, probablement. Mais absolument. C'est ça qui doit être le pire. Puis quand on parle de trucs comme sclérose en plaques, au moins c'est connu. Ouais. Je dis pas que les gens disent, oh wow, ça doit être là. Non, il n'y a pas de partie positive. Mais c'est comme connu, c'est correct, c'est accepté. Donc, on va penser à toi comme une personne qui a de la difficulté, qui n'est pas en santé.
Maladie de Lyme, mais c'est quoi ça? Me semble que c'est compliqué, puis c'est vraiment, vraiment destructeur parce qu'on se bat, puis souvent, les traitements, des fois, ils vont pas fonctionner à 100%, ou ça va être difficile, il y aurait des mois plus difficiles, puis là, on se sent plus douter les autres doutent encore plus de nous. Ça fait du mal. C'est qui a entendu prendre des antibiotiques de même? C'est fou. Mais c'est pas fou quand on essaie de régler un problème de santé, puis c'est notre seul espoir. Exactement, effectivement. Avec nous également en studio, et on va dépasser encore un tout petit peu, puis on ira reprendre de l'autre côté. On va faire ça aujourd'hui, on va être délinquant un peu. Avec nous en studio, M. Georges Cassatli, qui est le père d'Enya, 10 ans. Quand j'ai fait l'entrevue, la première entrevue, ça a pris quelques minutes, vous m'avez écrit. Et là, les témoignages ont rentré. Et là, vous m'avez écrit, et je fais pas ça pour faire un show à l'âge que j'ai plus besoin de faire de show. Je suis tombé sur le dos. J'ai pas cru ça. Pas votre histoire, que ça peut s'arriver. J'ai pas cru ça, ça m'a interpellé, je vous ai répondu, vous vous en souvenez. Je vous disais, on va faire un suivi. Puis en même temps, je me sentais comme pas capable. Et c'est d'ailleurs quand j'ai reçu les premiers témoignages, je me disais, qu'est-ce que je vais faire avec ça? C'était gros. On va prendre le temps de le raconter. C'est quand même long. Mais c'est toute une épopée, toute une histoire. Pour une petite bonne femme qui a aujourd'hui 10 ans, c'est ça? 10 ans, oui. Pour qui vous vous êtes battu, mais qui a été, permettez-moi l'expression, promenée dans à peu près toutes les possibilités. On vous a raconté plein de choses et vous avez dû vous battre pour qu'elle ne soit pas traitée en psychiatrie. Est-ce qu'on voulait l'envoyer en psychiatrie? Elle a été envoyée en psychiatrie. Elle a été envoyée en psychiatrie. Internée en psychiatrie. Hein. Internée. Racontez-moi un peu. Moi, je lis l'histoire. Là. Je veux que vous la racontiez aux gens. OK? Parfait. On va le faire doucement. Ça prendra le temps que ça prendra. On va le faire. Parce que moi, je considère ça incroyable. Et on va en arriver à l'histoire d'être interné. Je vous laisse le micro. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Premièrement, ça a tout commencé au mois de février, vers la mi-février. Ma fille est tombée, puis après ça a commencé des engourdissements au niveau de son avant-bras. Quelques jours après, les engourdissements étaient là. Elle a commencé à avoir une toux, surtout la nuit. On a consulté. Le bras, ils ont fait un rayon X. Il n'y avait rien. Tout était beau. Ils disaient, ça peut être juste un traumatisme au niveau, juste à cause du choc. Pour la toux, ils ont prescrit une pompe, juste pour ouvrir ses branches, pour qu'elle puisse respirer mieux la nuit quand elle dort. Quelques jours après, son état s'est aggravé. La toux, elle est devenue de plus en plus forte. C'était même le jour, jusqu'à temps qu'elle s'étouffait, elle devenait rouge, verte, quasiment. Puis, après ça, on a dû arrêter cette médication-là. On a dit peut-être, c'est la médication qui ne fait pas. Là, on a dit, bon, mais c'est quoi qui se passe? On a attendu 2 jours, il n'y a rien qui s'est passé de plus. À un moment donné, ça est tombé la fin de semaine, samedi matin, elle se réveille. Maman, j'arrive pas à me tenir debout, j'ai mal au bas des pieds, mes pieds sont enflés. Elle arrive à marcher, mais elle a de la misère à fonctionner. C'est que là, elle va s'asseoir, elle fait quelque chose le matin avec ma conjointe, puis à un moment donné, elle dit ça me pique. Elle a commencé à avoir des plaques d'urticaire, des rougeurs au niveau des cuisses. On lui a donné du Benadryl. Après ça, elle a été quand même faire son activité de danse, ses mathématiques avancées, avec un cours de mathématiques avancées les fins de semaine. Puis, quand elle est revenue, elle n'était pas capable, elle a été se coucher. Le soir, elle avait les mêmes symptômes, elle avait de la misère, puis l'urticaire est augmenté sur son corps. Elle s'est couchée finalement. Le lendemain, le dimanche, quand elle s'est réveillée, l'urticaire était à 70% de son corps. Et les pieds étaient tellement enflés qu'elle ne rentrait même pas les souliers de ma conjointe. Elle ne pouvait pas rentrer dans aucun soulier. C'était des grosses patates. Les 2 pieds, puis c'était rouge. J'ai décidé d'aller à Cité de la Santé. À Cité de la Santé, au triage, l'infirmière n'a pas pris son cas au sérieux. C'était un 12 heures d'attente avant qu'elle voie un médecin. On a décidé de se rendre à Saint-Justine. À Saint-Justine, ils nous ont pris en charge tout de suite. Elle a été en arrière à l'urgence. Et ont essayé de la médicamenter avec Benadryl et d'autres choses, mais ça baissait pas et ils ont décidé de l'hospitaliser. Pendant l'hospitalisation, la première hospitalisation, elle a duré 1 semaine. Pendant cette hospitalisation-là, elle a vu bleu, elle s'est évanouie une fois.
Elle était toujours pas capable de marcher. Elle avait l'urticaire qui a poussé dans ses lèvres, dans ses lobes d'oreilles, dans ses narines. Tout ce que disaient les médecins, on va surveiller, on surveille. Ils passaient des prises de sang, puis finalement, ils ont trouvé qu'elle pourrait comme une grippe, là, un parainfluenza type 3. Puis là, il n'y a aucune médication pour ça, ça va passer. Le parainfluenza peut avoir touché son système nerveux. Au bout d'une semaine, il appelle une physiothérapeute, puis là, il lui dit « fais quelques pas », elle fait quelques pas, après ça, elle pleure, elle est plus capable parce que ça lui fait très mal. Il nous donne congé de l'hôpital, mais au courant de cette semaine, elle a vu un ophtalmologiste, elle a vu un neurologue, elle a vu des pédiatres, elle a vu tous les internistes de l'hôpital, on les compte même plus, physiothérapeute, rien à faire, on sort, on est sorti un jour, le lendemain, on retourne à l'urgence, 2-3 jours après, on retourne à l'urgence. À l'urgence, il dit, on n'a pas son dossier, elle était en interne, il faut revenir demain à la clinique de jour. C'est que là, je reviens chez nous, on retourne à Saint-Justine. Là, à Saint-Justine, ils me disent, mais là, elle avait encore plus mal, elle avait l'hypersensibilité de la moitié du corps, toute la moitié droite. Il n'y a encore rien trouvé, les neurologues. On ne sait pas, c'est rien, il faudrait qu'elle voie avec sa pédiatre. On avait un rendez-vous encore le lendemain. On voit sa pédiatre, elle dit, il faut que j'appelle un psychologue, ça se peut pas, c'est pas normal, ces symptômes. Elle appelle un psychologue dans le bureau, il dit, oui, mais là, il faut qu'elle retourne à l'école, au moins des demi-journées à l'école, on va faire une intégration de nouveau à l'école, ça se peut pas, il faut qu'elle soit scolarisée. C'est bon. Mais il faut qu'elle vienne ici pour faire de la physiothérapie à Saint-Justine, il faut qu'elle voie le psychologue de Saint-Justine, pas un psychologue en privé, et il faut qu'elle voie sa pédiatre. Mais essayez de me trouver le temps dans le trafic, la construction pour faire tout ça, l'envoyer à l'école avec un enfant malade, c'était impossible. Fait que là, elle a eu d'autres symptômes, on est revenu plusieurs reprises à l'urgence, qu'elle a été hospitalisée, des entrées-sorties, ils ne trouvaient absolument rien. Jusqu'à un moment donné, ils nous ont raconté plein de choses pour finir d'aider de l'envoyer en interné. Et là-bas, ils vont pouvoir voir toute l'équipe parce qu'il y a plus de budget, qu'ils vont être capables de voir, tous les spécialistes vont pouvoir aller la consulter, faire plus de tests, puis avancer là-dedans. À un moment donné, ma fille, une fin de semaine, elle tombe en crise. Là, on dit ça n'a pas d'allure. On retourne à Saint-Justine. Pendant l'hospitalisation, la pédiatre qui était là de garde à l'étage, elle rentre dans la chambre, elle dit à ma fille, sais-tu ma chérie, c'est dans ta tête que ça se passe. Je vous arrête là parce qu'il faut faire la pause, mais on l'a tellement, on va continuer après. Mais j'ai tellement entendu cette phrase-là, et je regardais de la documentation au niveau de la France, puis je parle tout le temps du docteur Perron, mais c'est un allié précieux, hein, il collabore beaucoup. Et vous en avez parlé, il vous a répondu, et il m'a répondu aussi, son équipe. C'est dans ta tête que ça se passe. C'est souvent ça qu'on entend. On va faire la pause, mais on saura l'ajouter tantôt. 54 médecins consultés dans 4 centres hospitaliers de la région. J'ai bien dit 54 médecins consultés. C'est bien ça. La petite fille a été internée parce que c'était dans sa tête. C'est un peu pour ça qu'on fait ce genre d'émission, pour que le grand public, moins impliqué peut-être, puisse comprendre le combat de ces gens-là, le combat de l'association, et pourquoi on s'y arrête à l'émission aujourd'hui en dossier spécial. C'est la pause à CPAM 1410, CGMS 1040 sur CPAM TV en webcam studio. On va poursuivre avec M. Cassatley tantôt. On va revenir avec Mme Legault-Millard, Mme Glaser qui est toujours avec nous. Et on aura d'autres témoignages via le téléphone, entre autres avec Marianne Martin qui va nous téléphoner tantôt. Marie-Lou Brault sera parmi nos invités, Nancy Mondeau et M. Benoît Bergeron. Et on va continuer avec M. Cassatley. Et si jamais, parce qu'on m'a écrit tantôt qu'il rentrait des choses, si jamais vous êtes des gens interpellés, même si vous ne faites pas partie d'aucun groupe, que vous n'avez jamais contacté l'association, vous pouvez nous faire signe également, on vous mettra en lien. On fait la pause, on est de retour tout de suite après.
Pascal Poudrier. Il est 17h08. C'est le retour à l'émission de retour jusqu'à 18h. Vous êtes sur votre CPAM 1410 AM, c'est GMS 1040, en webcam studio et sur CPAM TV. Vous êtes tous et toutes salués. Je vous souhaite bon appétit comme on le fait tous les jours. Hein. Bonne bouffe quand même, bon appétit. Que le menu goûte bon, je vous le souhaite. Vous venez de vous joindre à nous. Je vous informe qu'on est en émission dossier spécial, dossier spécial sur la maladie de Lyme comme vous préférez. Et on est avec des invités qui témoignent, qui viennent nous parler de la situation vécue. Cette situation qui, en ce qui me concerne, est inacceptable et ils nous le diront beaucoup plus que moi, ils le vivent. Mais de par ces témoignages, de par ces partages, on tente de vous faire connaître aujourd'hui un peu plus la réalité de cette maladie. Et parmi nos invités, Sophie Legault-Millard, avec qui j'ai fait une entrevue déjà à l'émission L'Informateur, et qui est très impliquée dans le dossier, et qui est un peu celle qui m'a initié à préparer ces dossiers, à monter une petite équipe et à tenter de voir ce que l'on peut faire, mais surtout, tenter de faire bouger les choses, si humblement, mais c'est en équipe qu'on peut le faire. Et Madame Marguerite Lazaire, qui est présidente de l'Association de la maladie de Lyme du Québec, qui nous apporte des informations très intéressantes. Et entre les pauses, on jase beaucoup, on aurait à en faire plusieurs émissions. Il y a tellement de choses à dire. Et un papa qui est avec nous également, et vous allez en entendre d'autres via le téléphone, mais avec nous en studio, M. Georges Cassatlet, père d'Émile, il y a 10 ans. Ça a commencé à nous raconter l'histoire tantôt, qui vient nous chercher, c'est sûr. M. Cassatlet, on en était rendu à dire qu'à un moment donné, la fameuse phrase que vous avez probablement tous et toutes entendue, c'est dans votre tête que ça se passe, donc la petite. C'est ça, la petite, elle l'a pas accepté. C'est ça. Puis là, ça part des enflures aux pieds, de problèmes, puis ça finit par « c'est dans ta tête, ma chérie ». Exactement. D'une extrémité à l'autre. Quel choc! Ouais, après avoir perdu même la vision, avoir vu bleu, vu double, les points, les crises au niveau des cordes vocales, même la perte de sensibilité des membres supérieurs, après ça l'hypersensibilité. Elle en a eu plusieurs dans cette période-là, mais elle n'était jamais capable de prendre tout en même temps. À chaque symptôme, c'était un spécialiste, et les spécialistes ne se parlaient pas entre eux. C'est comme ça que ça fonctionnait à Saint-Justin. Et une fois que là, cette médecin-là est rentrée, puis elle a dit à ma fille, c'est dans ta tête, ma chérie, elle lui a dit, vous avez deux choix, ou vous sortez, vous retournez chez vous, ou elle va en l'interne en psychiatrie. Mais avant ça, ils nous avaient expliqué, comme j'avais dit tantôt, qu'en psychiatrie, ils ont plus de budget, sont capables de la garder, puis tous les spécialistes vont aller la voir, puis ils vont faire une consultation globale, puis ils vont trouver la solution. Jusqu'à date, on avait toujours confiance dans nos médecins, dans les médecins du Québec. Même aujourd'hui, j'ai encore confiance dans les médecins. C'est pas parce qu'ils passent à côté d'un sujet qui n'ont pas été informés, qu'ils ne sont pas des bons médecins. J'enlève rien aux médecins d'ici. Là, on a dit à Igna, c'est toi qui décides. Nous, on peut pas dire de t'envoyer en psychiatrie. Elle dit, je suis tannée, je veux que tu trouves qu'est-ce que j'ai. Je m'en vais en psychiatrie. Parce que même à l'hôpital, il n'y avait pas de traitement pour elle. C'était Benadryl, Advil, Tylenol, les trois en même temps. Puis nous, ils nous avaient demandé de ne pas la médicamenter chez nous pour ses reins puis son foie. Mais à l'hôpital, aux 4 heures, là, c'était les 3 doses en même temps, là, no stop. Là. Ça, c'est votre fille de 10 ans? De 10 ans. Qui vous dit là, je vais y aller parce que je suis capable. Exactement. 10 ans. Ouais. Elle n'est plus capable. C'est que là, une fois que le verdict, elle a dit oui, ils ont dit, OK, il y a quelqu'un du département de psychiatrie qui va venir vous rencontrer pour vous expliquer un peu le cheminement, comment ça se passe. Quand la personne est arrivée, elle dit, vous n'avez pas le droit de rester avec elle. Elle est enfermée, c'est une zone cloisonnée, c'est psychiatrie, là, comme qu'est-ce qu'on a vu dans les films, qu'est-ce qu'on a déjà vu, là, tout est barricadé, qu'ils n'ont pas accès à n'importe quoi, puis ils sont surveillés. Là, on était comme un peu sur la panique. Finalement, elle a été transférée. Nous autres, ils nous disaient un 5-6 jours, là, puis elle va sortir, les médecins vont se consulter, tout ça.
Une fois rendu à la porte de la psychiatrie, quand ils ont fait le transfert, la psychiatre-chef, elle me dit, c'est minimum 2 semaines, elle n'a pas le droit de sortir à la maison parce qu'ils ont le droit de sortir les fins de semaine, mais pas les 2 premières semaines. Et vous avez le droit à 5 minutes par téléphone par jour et des visites le jeudi, vendredi soir et la fin de semaine. Là, ça a tout changé, là. C'est pas ce qui nous avait été expliqué au début, là. La petite, elle a accepté sur certaines choses, puis là, on arrive avec d'autres choses. Mais on est dans le processus, on veut juste que ça se règle. On l'a laissé là. À la première rencontre des médecins, une semaine après, des psychiatres, la psychiatre-chef et la psychiatre interniste, et ils nous ont dit, mais c'est un peu de votre faute, à chaque fois que vous voyez votre fille, elle a mal, quand vous lui parlez, vous parlez de ses douleurs, il faut oublier de parler de ses douleurs, votre fille est très intelligente, elle a compris qu'il faut qu'elle passe par-dessus de ses souffrances, il faut qu'elle continue ses activités. Elle marchait dans les corridors en psychiatrie, là, elle se tenait après les 6 mètres le long du mur pour arriver à sa chambre. Finalement, là, va en psychiatrie parce que... Mais on n'a pas de traitement pour toi. On ne sait pas qu'est-ce qu'elle a encore. Va en Exactement. psychiatrie, on va essayer de le trouver. On ne trouve pas, ben c'est dans sa tête. Tu ne l'acceptes pas, ben c'est dans ta tête d'abord. Et là, arrêtez de lui dire, arrêtez de lui parler de ses douleurs. Exactement. C'est à cause de nous. Moi, ce que je trouve très intéressant dans ça, c'est qu'une jeune fille de 10 ans souffre tellement qu'elle va dire, OK, prenez-moi en psychiatrie, là, je veux juste aller mieux. Elle les entendait parler, il faut que tu passes par-dessus tes douleurs, ma chérie, tout ça. C'est qu'elle a dit qu'est-ce que les autres voulaient qu'elle dise pour qu'elle soit suivie. Parce qu'elle a vu d'autres dans l'établissement que s'ils ne suivaient pas qu'est-ce que les médecins leur disaient, ils les enfermaient dans la chambre capitonnée pendant des heures assis sur une chaise. C'est qu'elle voulait pas se rendre là, puis elle nous en a parlé, puis elle en pleurait. C'est moi, on vient comme dans le passé, Alice Robbie et compagnie. Ça ressemble exactement à ça. Fait que... Je vais vous interrompre 2 petites minutes. Votre histoire est très touchante, on va y revenir. On a quelqu'un au téléphone aussi, puis je veux revenir tantôt, puis en même temps, je vous interpelle, parce que vous allez me servir d'aide-mémoire, parce que ça fait beaucoup de choses. Parce que ça ramène un peu ce que vous m'avez dit hors d'onde tantôt, Mme Laser. C'est tellement de symptômes, chacun a sa spécialité. Je pense qu'ils ne se parlent pas. Puis on va y revenir parce que c'est un lien important. Ceux qui à s'atteler, restez avec nous. Madame Marianne Martin est en ligne. Madame Martin, bonjour. 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 Comment allez-vous dans les circonstances, Madame Martin? Pas si mal, j'ai une journée plus difficile. Je vous écoute, j'étais couchée dans mon lit en vous écoutant tantôt. Là, je me suis levée là, pour vous parler. OK, donc aujourd'hui, c'était une moins bonne journée. Une moins bonne journée, oui. Ouais. Racontez-moi, de là où tout part, Madame Martin, ce que vous vivez présentement. Pardon? Je dis, racontez-moi ce que vous vivez présentement, de là où tout part pour vous, votre histoire. Oui, d'accord. Donc, moi, je suis atteinte de la maladie de Lyme depuis 23 ans. Puis, ça fait seulement 3 ans que j'ai été diagnostiquée. Quand j'ai réalisé que j'avais la maladie de Lyme, j'ai sorti mon dernier REER, puis je suis allée voir un médecin aux États-Unis pour faire vérifier si c'était bien ça. Les tests que j'ai faits en Californie étaient positifs. Donc, j'ai été malade, puis j'ai cherché pourquoi j'étais malade durant 20 ans avant de réaliser que c'était la maladie de Lyme que j'avais, en fait. Je veux pas... c'est parce que je veux que les gens comprennent bien, là. Oui. Moi, ça me jette à terre. Ça, c'est la chose qui me fâche le plus. Vous avez dit, j'ai sorti mon dernier REER. Oui, j'ai tout. Pour me sortir de ça, puis de trouver une... Oui, c'est là que j'étais rendue. Donc, j'ai pris le risque de sortir mon dernier REER. C'est quand même un risque, là, si j'espérais que ça soit bien ça. Mais c'est ça, c'était bien ça. Fait que, voilà. Votre quotidien depuis, là, comment ça se passe? Je sais que vous avez fait une petite vidéo, on pourrait inviter les gens, j'ai trouvé très touchante et très intéressante, mais comment ça se passe pour vous présentement? J'ai fait un petit vidéo pour faire des levées de fonds. C'est la dernière ressource que j'ai de faire des levées de fonds. Là, vous venez de l'entendre, elle fait des levées de fonds, puis je sais qu'il y en a qui disent, ça n'a pas d'allure, il ne faut pas en parler, faire des levées de fonds, mais savez-vous quoi? Quand on entend tout ce qu'on entend, là, puis je sais, il y a des gens, je profite de cette présence-là, puis je ne veux pas faire d'éditorial avec ça, mais j'ai mes sentiments aussi. Il y a des gens qui m'ont écrit là, que c'était épouvantable les levées de fonds et tout. Avec ce que vous venez d'entendre de gens ici, puis votre témoignage et d'autres que j'ai lus, si vous aviez lu la moitié de ce que j'ai lu, si vous avez mal, la moitié comme ces gens-là ont mal, parce que, c'est quoi le réflexe? C'est de sauver ta peau. Prendre ton dernier REER, vous l'avez dit,
faire des levées de fonds. Puis t'as pas le choix. On a plus la en est chance là. de se battre pour autre chose de toute manière. Donc, on se bat pour notre vie, en fait. Effectivement, vous l'avez dit, vous vous battez pour votre vie. C'est pas normal au Québec en 2017 où c'est pas normal. Et aujourd'hui, et je vous retiendrai pas trop longtemps parce que vous étiez au lit. Aujourd'hui, c'était une moins bonne journée parce que ça fait partie de votre quotidien, Mme Martin. C'est-à-dire que vous auriez pu m'appeler tantôt en assez bonne forme. Je vous aurais parlé demain matin. Vous êtes sur le dos complètement. C'est ça la réalité. Oui. Madame Martin, merci d'avoir pris la peine. Je voudrais avoir le temps d'expliquer mon cheminement. Ça va me faire tellement plaisir. Je voulais vous épargner un peu parce que je suis un peu fatigué, mais autrement... pour me reposer, pour avoir assez d'énergie. Ben, je vous laisse toute l'antenne, madame. Donc, c'est ça. Moi, au début, quand je suis tombée malade, j'ai rencontré... en fait, durant toutes les années que j'ai été malade, j'ai rencontré facilement 25 médecins ici, en espérant qu'il y en ait un à un moment donné qui puisse m'aider. Ça n'a pas été le cas, jamais. On m'a pas laissé entendre, là, évidemment, que c'était dans ma tête que j'avais un problème. Là. Fait qu'on m'a envoyé faire un test de mononucléose, puis une référence pour aller voir un psychiatre, qui n'a jamais pu rien faire de toute façon. Donc, c'est un no man's land dans lequel on nous envoie. Donc, j'ai dû attendre 20 ans pour finir par trouver moi-même ce que j'avais. Donc, toutes 20 ans de souffrance qui auraient pu être évitées. Puis, au bout du compte, ça finit par s'aggraver avec le temps. Puis, c'est ça, j'ai fini par tout perdre. J'ai perdu mon emploi, mes revenus, mon logement, mes économies, puis une grosse partie de mon autonomie. Moi, j'ai dû revenir vivre chez mes parents il y a, ça fait 9 ans, parce que c'est ça, j'avais tout perdu. Donc, c'est soit je me jetais par la fenêtre, soit je revenais chez mes parents. Moi, je suis puis, prenez le temps de respirer un peu, il n'y a pas de problème. L'émotion est là, puis c'est OK. Oui. Prenez, mesdames, messieurs, conscience de ce témoignage-là et des autres, parce que ça prend tout un courage pour continuer à se battre, comme vous le faites. J'ai aussi la chance d'avoir des parents qui sont là. Ouais. Si mes parents n'avaient pas été là, je ne serais plus en vie aujourd'hui. Donc, c'est la preuve que la maladie peut tuer. Hein. Puis, il y en a des gens qui se retrouvent à la rue, puis qui meurent comme ça de la maladie de Lyme. C'est une façon que les gens meurent. Donc, moi, au début, je suis tombée malade, j'avais 21 ans. Ça a commencé subitement durant la nuit. J'ai commencé à avoir un genre de grippe, puis j'ai jamais guéri depuis ce temps-là, donc depuis 23 ans. Donc, au début, c'était comme une grippe avec fièvre, épuisement, faiblesse de type grippal, maux de tête, maux de gorge. Durant les 6 mois qui ont suivi le début de la maladie, j'avais des maux de tête et des maux de gorge pratiquement en continu. En plus de ça, j'avais toutes sortes de symptômes étranges comme des grosses douleurs, des crampes dans la poitrine, dans le ventre, dans la tête. C'est des douleurs qui migraient d'un endroit à l'autre. Par exemple, de la poitrine au ventre, du ventre à la tête. Puis ça me donnait la sensation que mes entrailles étaient en train de se dissoudre tellement que ça faisait mal. J'avais aussi des symptômes qui étaient plus sporadiques, donc qui allaient, venaient, des palpitations cardiaques, comme si mon cœur était épuisé, qui voulait flancher, des battements de cœur irréguliers, étourdissement, sueur, perte d'appétit, maux de cœur, impression de raideur au niveau de la paroi du système digestif, difficulté à respirer, saignement au niveau de la gorge, sang dans mes sécrétions nasales, sang dans mes selles, etc. Fait que, moi, je tiens à souligner que j'ai jamais eu de douleur articulaire, contrairement à une majorité de gens qui sont atteints de la maladie de Lyme. Donc, c'est pas tout le monde qui a des douleurs articulaires. Donc, de là, la complexité de tous les symptômes et tout, hein, ça moi, c'était beaucoup plus long avant que je trouve parce que j'avais pas de douleur articulaire, puis je pensais que c'était inhérent à la maladie, ce qui n'est pas le cas. Même si beaucoup de gens en ont. Madame Martin, oui, ça vous a pris un grand courage pour le faire, je vous remercie. Oui. Vous n'avez pas idée de comment ça aide et que
ça devient inspirant, même si, je dois vous le dire, un peu sous le choc. Et merci infiniment de ce témoignage, d'avoir pris la peine de le faire. Oui. Vous l'avez dit, vous vous êtes reposé pour être capable de nous parler. Vous avez aussi dit, j'ai tout perdu. Oui. Mais le courage est encore là et Oui. vous n'avez pas perdu, madame, votre dignité. Vous êtes encore debout. Oui. Le combat, il est lourd quelquefois de conséquences, mais il faut continuer. Je vous admire, madame, et je vous remercie infiniment, Marianne Martin, d'avoir... Oui, puis avec partagé. plaisir. Puis je voudrais dire la dernière chose, j'ai failli mourir de 3 manières différentes avec cette maladie-là. Okay. J'ai failli me suicider la première année. J'étais tireur d'élite, j'étais sur des champs de tir pendant toute la semaine. J'ai failli en finir cette fois, un soir, j'ai failli en finir. J'ai failli mourir lors d'une rechute. J'ai vraiment eu peur pour ma vie. J'ai eu des convulsions pendant des heures et des heures et des heures, puis mon cœur avait de la misère à battre. Puis j'étais plus capable de sortir de ma chambre pour aller chercher de l'aide. Je suis restée comme ça pendant 3 jours avant qu'on me trouve, finalement. Puis j'ai failli mourir quand j'ai tout perdu. Et mes parents n'avaient pas été là, c'est ça, je ne serais plus en vie. Puis aujourd'hui, c'est encore très difficile. Il y a 2 semaines, j'ai vraiment pensé à aller me jeter dans le fleuve parce que j'étais à bout. Fait que c'est ça. Okay. Madame Martin, voilà. Je sais pas quoi dire. Voilà. Courage, Oui. Je sais que vous en avez. Oui. Oui. C'est pas une option de quitter. Vous avez prouvé tout ce que vous pouvez traverser, puis il y a sûrement le meilleur qui s'en vient. Oui. Vous avez des gens autour de vous qui sont là, hein, si ça va pas Oui. bien. Oui. Vous avez mes coordonnées aussi. Oui. Hein, on se communique. Oui. Si ça va pas bien, là, faites-moi signe. C'est bon. Mais continuez d'être debout, puis vous n'avez pas idée le bien que vous faites là présentement. Parfait. On t'aime, Marianne. Avec plaisir, merci. Oui. Merci. Bye bye. Bye. Au revoir, merci encore. Bonjour. Ça brasse, hein? Si je peux me permettre, Oui, allez-y. on est tous sous l'émotion ici, fait que ça risque d'être un peu difficile. Mais ce qui est le plus, ce qu'on entend le plus souvent dire par les patients quand ils vont chez le médecin, c'est justement qu'ils ne se font pas prendre au sérieux. Parce que leurs symptômes ne sont pas visibles, les tests ne sont pas bons, on n'y arrive pas. Puis, vous avez eu combien de témoignages, combien de personnes vous parlent de suicide? On est malade à ce point-là. C'est pas des gens faibles, là. Non. La maladie de Lyme, ça n'attaque pas des gens faibles. Non. Ils en mourraient en dedans de quelques heures. Oui. Mais ça pousse des gens qui se battent depuis 23 ans, qu'elle dit, puis elle y repense encore parce que la souffrance est à ce point-là réelle. Et pourtant, on va chez le médecin, puis on parle de fatigue. Vous avez vu dans le documentaire de l'année passée, la fatigue, vous savez, c'est culturel. On regarde ça comme ça. Vous savez, tout le monde a mal aux muscles. Bien sûr, voyons donc. De toute façon, c'est dans la tête que ça se passe. Voyez-vous, mesdames, messieurs, c'est ça que je voulais, parce que même si je suis un communicateur de métier, même si c'est mon métier de passer la nouvelle, de passer le message, je n'aurais pas été en mesure... J'aurais pas été en mesure de vous passer le message comme c'est là, ces gens-là, la réalité. Monsieur Cassattelé, oui. L'équipe se promène, mais votre micro fonctionne, oui. Parfait. Je veux continuer parce que je trouve important de votre présence. Et on l'a dit à un moment donné, la résilience de la petite, qui a 10 ans, est tellement, moi je vais le dire en jargon, barouetté, promené, qu'à un moment donné, elle dit, gars, j'en peux plus. Puis là, elle entend dire que peut-être ça pourrait l'aider. Elle dit, ben, laissez-moi y aller, mais on n'avait pas donné les bonnes données hein, dans la façon de gérer ça. Mais dites-moi, je veux qu'on parle aujourd'hui. Je dis aujourd'hui, mais qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, il y a peut-être une petite lueur. Là, il y a un processus qui s'est ouvert nouveau pour vous autres et pour la petite. Pendant qu'on est arrivé l'histoire pour Lynn, quand on est venu pour la ramener à la fin de semaine qu'elle est sortie de la psychiatrie, elle a commencé à pleurer, elle ne voulait plus y revenir. Puis c'est là qu'elle nous a même parlé elle nous a parlé de technique de suicide.
Parce que dans le groupe à l'hôpital, il y avait du monde qui avait essayé de se suicider, puis elle a su comment une technique de suicide, elle dit « je passerai pas à l'acte parce que vous m'aimez trop ». Là, ça nous a vraiment... On a juste figé quand elle nous a dit ça. C'est que là, quand on l'a retournée à l'hôpital, elle a commencé à pleurer, elle s'est accrochée à nous, elle voulait pas qu'on parte. C'est là que je suis rentré en communication avec l'Association de la maladie de Lyme. J'ai posté des affaires. Là, ils m'ont dit il faut faire des tests, tout ça. On l'a sorti par force de la psychiatrie. On a essayé de consulter ailleurs, dans les autres hôpitaux. Puis là, ses symptômes ont augmenté. Elle tombait en spasme pendant 3-4 heures. Après ça, elle tombait en convulsion. Un hôpital disait que c'était de la convulsion. Un autre hôpital nous disait non, elle fait que c'est pas vrai. Fait que là, on ne savait plus où aller. Puis, entre-temps, il y a eu une plainte contre nous à la DPJ. C'est que là, on ne pouvait plus se rendre du côté des États-Unis parce que ça compliquerait toutes les choses pour le processus de soulager la petite. Parce qu'un enfant, il y a des droits légaux, à part que pas comme un adulte, il est suivi aussi par le gouvernement. Le fait d'avoir voulu la retirer, là, ça a fait que la DPJ est intervenue, c'est ça? Si je regarde le délai entre la plainte d'un professionnel de la santé, le temps qu'ils nous ont appelés, oui, ça viendrait de là. Après ça, on a fait des recherches, on a été capable de trouver des soins par rapport aux autres personnes qui vont aux États-Unis. Nous, on a réussi à trouver les soins au Canada. Sauf que c'est en Colombie-Britannique, ce qui est en Ontario. On fait des voyages en Ontario parce que nous, personnellement, vu que c'est un enfant, puis avec les nouvelles lois au niveau du système de santé médicale, les prises de sang mensuelles et tout ça, mais ils ne se font pas au Québec. Il faut que je me rende en Ontario avec ma fille une fois par mois, faire une consultation au privé et passer les tests au privé là-bas pour faire son suivi médical. Aujourd'hui, ma fille, elle prend 37 pilules par jour dans 3 antibiotiques qui font 7 pilules. Elle va mieux, elle est retournée à l'école, est capable de marcher. Elle est retournée à l'école 2 demi-journées par semaine. Quand elle fait sa demi-journée à l'école, quand elle revient, il faut qu'elle dorme parce qu'elle ne pourra pas continuer le reste de sa journée. Elle a encore quelques douleurs, elle a toujours des petits maux de tête qui sont tout le temps constants, mais elle tombe aussi comme toutes les autres personnes en crise. Mais c'est pas les crises qu'elle avait auparavant. Elle tombe plus en spasme, elle tombe plus en convulsion. Et non, pour les médecins qui ont dit que c'était dans sa tête, pour tous les médecins qui n'ont pas la diagnostiqué. Aujourd'hui, Enya, elle va beaucoup mieux, puis malheureusement, c'est pas grâce à vous. Ben voilà, j'aime cette phrase-là. Elle va mieux, c'est pas grâce à vous. On a quelqu'un en ligne, oui. On n'est pas là pour faire le procès du milieu médical, absolument pas, vous l'avez dit, on a de très bons médecins, mais j'espère au moins que ces histoires-là, puis je trouve ça même mal formulé de dire ces histoires, ces témoignages-là, j'espère vont en faire allumer quelques-uns. C'est le but aussi. Et il y aura d'autres émissions où on va faire intervenir le milieu du droit médical et tout. C'est pas normal que l'on vive ça présentement. La petite va mieux. Aujourd'hui, elle va mieux. C'est sûr que, en plus, elle a ses crises de pleurs parce qu'elle n'est pas capable de participer à toutes les activités qui font ses amis et pas là tout le temps avec eux. Sauf que, par rapport à ce qu'on vivait il y a 4 ou 5 mois, puis qu'est-ce que je vis aujourd'hui avec elle, c'est le jour et la nuit. C'est vraiment le jour et la nuit. Et comme les autres personnes, nous aussi, on a fait une campagne de financement. Puis, à date, ça nous a coûté excessivement cher parce qu'on a dû aller toute la famille. Et c'est quand un enfant est malade, c'est pas comme un adulte qui est malade qui peut rester tout seul à la maison. J'ai dû quitter mon emploi pour rester avec elle. Ma femme a réduit ses heures de travail pour rester avec elle. C'est que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et pour médiatiser plus sa situation, après ça, je vais joindre les autres situations. Je suis en train de faire le site internet www.maladiedelyme.ca que présentement il est sur Enya, puis je vais le développer plus, comme ça le monde qui sont intéressés à savoir c'est quoi les symptômes. Parce que oui, vos enfants, même vous pouvez être malade. La maladie de Lyme peut donner 71 ou 72 symptômes différents. C'est pas tous les malades qui ont les mêmes symptômes parce qu'on n'a pas tous les mêmes co-infections. Parce que Lyme, elle vient pas tout seul, ça vient avec des co-infections. Puis, dépendamment des souches, c'est que il y a beaucoup de choses qui viennent avec cette maladie-là. C'est très, très complexe, comme qu'elle disait Mme Glaser. Puis, c'est pas évident. Puis, admettons, vous avez un diagnostic, je dis pas que la fibromyalgie, c'est pas bon, que la sclérose en plaques, c'est pas bon. C'est des vrais diagnostics, c'est des vraies maladies. Mais quand vous n'arrivez pas à vous sentir mieux, quand il y a des symptômes en parallèle qui sont inexpliqués, peut-être essayer d'aller voir ailleurs.
peut-être essayer de voir est-ce que ça peut être l'hymne, sans nécessairement dire « Oh non, j'ai l'hymne ». Non, c'est pas ça que je dis, là. C'est des bébites, là, ça fait peur, là, ça ressemble à des araignées, là, mais à un moment donné, il faut l'affronter. Mais on la voit pas, il est tellement petite qu'on la voit. On la voit pas en plus. On va revenir avec vous parce que j'ai quelqu'un en ligne qui patiente depuis un certain temps. Elle est là? C'est la pause, je sais, mais est-ce qu'on peut on peut faire des miracles, hein? Ben oui. Madame Marie-Lou Brault qui est avec nous au téléphone. Bonjour. Oui, bonjour Pascal. Vous allez bien? Oui, pareillement. Oui, je vais bien, merci. Excellent. Je vous remercie de votre patience parce que je sais que vous êtes en ligne depuis un certain temps. Vous avez pris la peine d'appeler. Votre histoire en est une qui nous a tous interpellés également, qui m'a interpellé. Parce que vous vivez une réalité. Vous avez été diagnostiqué sclérose en plaques. Oui. Sauf que vous vous retrouvez devant le problème de dire, je suis obligé de suivre le système parce que j'ai pas de sous, j'ai pas de façon d'aller chercher un autre diagnostic. Mais vous, vous avez été, et vous le savez, le moment, vous avez été piqué en 2006. Racontez-moi un peu. J'ai souvenir de la piqûre en 2006 au bord de l'eau au parc Léon Gravel en Montérégie. Je me souviens de la cible, je me souviens de m'être dit qu'il fallait que je me souvienne de cette piqûre étrange-là si un jour. Ça a été vraiment quand j'ai reculé dans mes souvenirs que je me suis rappelé cette cible et cette piqûre-là. J'avais déjà mon diagnostic de sclérose en plaques par contre. On m'a jamais parlé de la maladie de Lyme. On aurait passé des prises de sang lors de mon diagnostic. Je n'ai jamais eu vent des résultats, et dans le temps, en 2012, les tests n'étaient déjà pas fiables. Donc, oui, c'est ça. Donc, ensuite, j'ai pris des traitements pour la sclérose en plaques. J'étais démunie, j'avais pas d'autre solution. Je me suis accrochée à tout ce qu'on m'a dit. J'ai cru tout le monde, n'importe qui. Pas n'importe qui, c'est quand même des professionnels de la santé qui ont affirmé que j'avais la sclérose en plaques. Et ces traitements-là que vous avez reçus, la sclérose en plaques, vous avez fait preuve de résilience, d'un coup dont je vais prendre les traitements. Est-ce que ça a changé quelque chose? Ça a amélioré? La situation s'est détériorée finalement? J'ai pris 3 traitements et les 3 traitements, ça a été plus catastrophique l'un que l'autre. Le premier, on n'a pas tenu compte de mes allergies alimentaires. Je suis passée à deux doigts de mourir dans la face de mon père. Et en plus de ça, j'ai dû être hospitalisée suite à cela. J'ai fait une grave réaction, ça a pris 3 épipènes pour me garder en vie. Par la suite, j'ai pris un deuxième traitement et c'est les meilleurs traitements qui étaient à ce jour. Et je me suis mis à avoir des palpitations cardiaques, des migraines et à vivre de la fatigue extrême au quotidien et de l'anxiété ingérable. Je comprenais pas pourquoi je n'étais plus fonctionnelle, même plus capable de faire mon ménage, de me nourrir, et ça m'a handicapée davantage. Et ça, c'est en plus de tous les symptômes que j'avais déjà. Donc, moi, avant d'être diagnostiquée, j'ai quitté mon emploi et je me suis tout simplement pas rendue à l'autobus. Mes jambes ont lâché, une faiblesse aux jambes. Et c'est par la suite que j'ai dû aller au privé en 2012 pour me faire diagnostiquer, pour passer mes résonances magnétiques, puisqu'il y avait déjà 2 ans et demi d'attente au système public de santé. Donc, suite à ça, c'est ça. J'ai été diagnostiquée à Sherbrooke. On a passé tous les tests. On a dit que c'était une sclérose en plaques, mais je ne me suis jamais reconnue dans ces symptômes-là et auprès des personnes qui étaient atteintes de cette maladie-là. Là, aujourd'hui, le quotidien de Marie-Lou Brault, c'est quoi le quotidien? Là? Vous dites, bon, je me sens mieux maintenant, là? Oui, parce que j'ai agi contre ce que mes médecins m'avaient demandé de faire. Vous n'avez pas suivi les conseils, vous êtes allé avec votre sentiment? Non, j'ai écouté mon instinct. Mon instinct qui m'a dit des traitements ne te font pas de bien. Et les gens le voyaient aussi, mon conjoint le voyait. Et j'ai tout arrêté. Et je vais vous dire, en 5 ans, presque 6 de diagnostic, je n'ai jamais été aussi bien. J'ai recommencé à vivre. Mais dites-vous qu'il n'y a pas juste ça non plus là, qui font que je vais mieux aujourd'hui. Mon alimentation aussi est très recherchée. Je suis le régime paléo. C'est ça, ça l'aide beaucoup. C'est sûr que ce n'est pas miraculeux. Moi, ce que j'attends, j'aimerais ça pouvoir recommencer à travailler et poursuivre mes rêves et mes objectifs. Pour le moment, c'est pas possible. Je suis encore en grande fatigue, malgré le fait que je vais mieux. Vous comprenez? J'ai recommencé à vivre, oui, mais
je suis juste plus une zombie ambulante. Je suis aujourd'hui une jeune femme qui est capable, des fois, dépendamment des journées, il y a des journées bonnes, d'autres moins bonnes, de faire de faire à manger, le ménage. C'est ça. On fait avec ce qu'on a et je continue mes recherches et je souhaite trouver la solution miracle que tout le monde souhaite trouver aussi. Je trouve très intéressant votre témoignage et je vous dirai pourquoi. Premièrement, il est touchant, là, puis ça fait preuve d'un courage extraordinaire, mais vous avez pris, et je l'ai remarqué, et je vous lis sur vos messages, réseaux sociaux, vous m'avez écrit, oui. Vous avez pris beaucoup d'initiatives personnelles. Vous vous êtes prise en main. Vous avez dit, moi, c'est pas vrai que je vais vivre comme ça. Vous avez pris beaucoup d'initiatives personnelles. C'est sûr que des traitements outre-mer et tout auraient peut-être été souhaités, bon, on parle de sous et tout, là, mais vous avez personnellement pris les choses en main avec un courage assez exceptionnel. Vous l'avez fait par vous-même. Je vais vous dire, est-ce qu'on peut appeler ça du courage ou avoir vécu pendant si longtemps en survie, ouais. Ça a été sans souffrance, sans grande douleur quotidienne qui nous empêche de vivre avec énormément de symptômes. Et c'est cette souffrance-là, je crois, qui m'a amené à dire je n'ai plus rien à perdre. J'ai fait le tout pour le tout, si on veut, parce que j'étais en train de ramasser de l'argent pour aller me faire euthanasier en Europe. Et ça, là, je vous parle pas là, de ma jeunesse et des dépressions que j'ai faites. Et justement, j'ai entendu le témoignage de monsieur sur sa jeune fille et je me suis reconnue dans cette jeune fille. Jeune, on ne me comprenait pas. J'avais l'impression, j'étais déjà atteinte probablement de la maladie. Et j'ai beau ne pas avoir de confirmation de diagnostic, je le sais. Et mon entourage en est conscient que je vais beaucoup mieux depuis que je suis plus les traitements et que je m'auto-soigne, si on veut. Oui, je trouve ça admirable, mais en même temps, il faudrait que notre monde médical puisse prendre soin de gens comme vous. Je ne veux pas faire du sensationnalisme, je veux que les gens comprennent bien. Là. Tout à fait. Je vous ai entendu dire, j'étais prête à aller faire euthanasie. Oui, je voulais mourir. Je voulais mourir, j'étais tellement souffrante que oui, je voulais mourir. Et aujourd'hui, quand je regarde ça, là, je me dis, mais mon Dieu, comment est-ce que j'ai pu... Puis si je parle pour moi, hein, ça ne veut pas dire que parce que moi j'ai perdu cette confiance au médecin que tout le monde doit. Moi, c'est par rapport à mon vécu, par rapport aux craintes que j'ai eu aussi, et par rapport au fait que je pensais que j'allais faire une crise de cœur là, avec le dernier traitement. J'avais l'impression que mon cœur ne battait pas constamment au même rythme et j'étais certaine que j'allais mourir. C'est ce qui a fait que j'ai arrêté, que je voulais plus vivre non plus. Donc je me suis dit, maintenant c'est le tout pour le tout. C'est maintenant ou jamais, j'ai plus rien à perdre. Oui. Madame Marie-Lou Brault, merci infiniment de ce témoignage très précieux. Et puis, qui va en aider plusieurs, puis en même temps, qui nous amène une autre facette de quelqu'un qui dit, ben moi, je vais, vous l'avez dit, ce qu'on appelle ça du courage, ou à un moment donné, dire, ben là, ça fait 6 ans que je ne vis plus, je survis, mais ça en prend quand même certaines forces, certains courage, soyez-en fiers. Je vous en souhaite encore et j'espère surtout que la société, le monde médical, le monde politique, qui je sais nous écoute, j'espère qu'ils auront un jour, dans pas si long, de toute façon on ne lui donnera pas le choix, non, ben j'espère bien aussi. Le courage d'admettre qu'on est en train de manquer notre coup sérieusement et qu'on est en train de briser des vies. Passer à côté de quelque chose. C'est ça, mais je tiens à dire aussi que je suis entourée quand même, tout de même. J'ai un copain extraordinaire qui croit en moi, même s'il ne croit pas toujours en ce que je crois, il va quand même m'encourager. J'ai de la famille aussi qui m'aide beaucoup. Je suis pas à plaindre d'une certaine façon. Dans ma malchance, j'ai cette chance de les avoir. Wow. Ben, très beau témoignage. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Merci Pascal de nous donner la chance de nous exprimer. Ça fait plaisir, on va le faire encore. Bonne chance. Au revoir. On va faire la pause, on va me chicaner. On va faire la pause et au retour, on poursuit. Je sais que dans l'horaire des appels, on est un tout petit peu en retard, mais on va être en mesure de prendre d'autres appels et de continuer avec nos invités à cette émission spéciale Billet de retour. On va faire la pause tout de suite.
écoutez Pascal Poudrier. On est de retour à notre émission spéciale sur votre CPAM 1410 et GMS 1040 en webcam studio et via CPAM TV. C'est une émission spéciale dossier sur la maladie de Lyme. Vous avez entendu ces témoignages, j'y venais. Avec nous, M. Benoît Bergeron qui est en ligne. M. Bergeron, bonjour. Bonjour, M. Poudrier. Bonjour, cher auditeur. Dans les circonstances, comment allez-vous, M. Bergeron, aujourd'hui? Dans l'attente, toujours dans l'attente. Votre histoire? Dans l'attente d'avoir des services. Votre histoire, vous me l'avez témoigné, vous étiez pêcheur, vous avez reçu le diagnostic de sclérose en plaques en 2010. C'est de là que ça part en 2010. Racontez-moi un peu la suite, comment ça s'est passé depuis, ce qui se passe dans votre vie. Eh bien, tout le long, ma neurologue me montrait à chaque fois dans son bureau, sur l'écran, elle me montrait les plaques dans mon cerveau. Et puis, sauf que mes symptômes, elle n'était jamais capable de soigner mes symptômes. Elle me disait que ça correspondait jamais à la sclérose en plaques, et puis elle me disait d'aller me faire soigner par d'autres médecins, d'autres spécialistes, à d'autres paliers de soins ou par des généralistes, que c'était pas de son ressort. Donc, elle déléguait. Et puis, les symptômes se rajoutaient, des choses étranges, toujours des choses qui ne correspondaient pas à la sclérose en plaques, là. Alors, si je comprends bien, pour résumer, les plaques au cerveau, elle les voyait, le reste ne correspondait pas à la sclérose en plaques, et elle vous dit, ben là, c'est pas de mon ressort, il faut aller voir ailleurs, il faut aller voir quelqu'un d'autre. Oui, c'est ça. Puis là, ben, on ne sait pas qui aller voir, parce que c'est pas nous autres, on n'a pas étudié en médecine. Alors, on tombe depuis ce temps-là, moi, j'étudie en médecine, oui. Oui, dans un sens, oui. Puis quand on tombe en errance, bien souvent, ça devient psychiatrique aussi. Oui. Mais la sclérose en plaques, même ma fille de 10 ans, j'ai le papier, c'est écrit par un microbiologiste qui a mis la sclérose en plaques en doute pour ma fille de 10 ans, ce qui est impossible pour un enfant. On va se garder ça au cas où on sera mal pris, on aura le diagnostic de la sclérose en plaques. Monsieur Bergeron, non, mais c'est ça, c'est la vérité. Monsieur Bergeron, prenez-vous de la médication présentement? Êtes-vous suivi médicalement parlant même un peu? Du tout, monsieur, du tout, parce que moi, je suis un combattant. Et puis, depuis 2015, je me suis reviré de bord. Et puis, j'ai commencé à faire des plaintes au commissariat aux plaintes des Laurentides. Et puis, présentement, je prends 24 médicaments différents par jour. Et puis, suite à mon côté combatif qui me nuit, eh bien, présentement, j'ai pas de médecin de famille. Et puis, ma neurologue, étant donné que tous les médecins réfèrent à elle est tannée parce qu'elle veut seulement que j'aille la consulter pour la sclérose en plaques, et étant donné que c'est des symptômes qui ne la concernent pas, elle ne veut plus me voir. Elle fait seulement que renouveler les médicaments. Donc, j'ai aucun suivi médical. Et puis, j'ai fait des démarches pour avoir de l'aide au CLSC, pour avoir du soutien. Et puis, dernièrement,
le commissariat aux plaintes de Laurentides m'a tout simplement dit qu'il était dans mon meilleur intérêt de ne pas avoir de travailleur social. Oui, j'ai ça devant moi ici. La commissaire adjointe, c'est pas vous qui l'a nommée, là, c'est moi. Oui. Non, mais je sais pourquoi je le dis. La commissaire adjointe, Mme Sylvie Castonguay, en déduit qu'il a été déterminé lors de la rencontre que le travail d'une travailleuse sociale ne serait pas dans votre meilleur intérêt. Oui, c'est très logique. Cela étant, la commissaire ne peut rien faire de plus. Nous vous transmettons nos sincères salutations. Je la salue. On la salue tous. Présentement, vous dites que je suis un combattant. Puis je sais qu'on veut, M. Bergeron. Là. Tout le monde ici, puis tout le monde, on veut tous. Mais est-ce qu'il y a des moments où c'est sûrement plus difficile, autant au niveau physique qu'au niveau psychologique? Là? C'est sûrement quelquefois plus difficile. Au mois de décembre, j'ai passé une nuit à l'urgence à la psychiatrie de Sacré-Cœur. Au mois de mai, j'ai passé une nuit en garde préventive à Saint-Jérôme. Et puis, j'ai jamais eu de suivi suite à ça, aucun suivi psychologique. Et puis, quand j'appelle à des lignes anti-suicide, eh bien, on me met en attente et puis on attend que je raccroche. Il est en errance au téléphone. Là, même monsieur, que... non, attendez, M. Bergeron. Oui. Excusez-moi, c'est parce que là, vous venez de me... vous me dites, quand vous appelez sur des lignes anti-suicide, ils vous mettent en attente jusqu'à temps que vous raccrochiez. Parce que vous appelez souvent, vous appelez trop souvent, là. Y a-t-il un nombre limité d'appels qu'on peut faire quand on a envie de mettre fin à ses jours? C'est ce qu'on appelle pas se faire prendre au sérieux. Là. Ah, c'est ça. Là, vous êtes présentement quelqu'un qui dérange. Ouais, dérangé parce qu'on ne sait plus quoi faire avec vous. Oui, même que le protecteur du citoyen m'a envoyé une lettre d'avocat et une lettre à peine voilée de menace d'arrêter de faire appel à eux. Vous êtes un fatigant. Oui. Ça fait mal quand j'ai plein de papiers chez moi, là. J'ai les mains paralysées. J'ai de la misère à me retrouver dans mes papiers parce que j'ai de la misère à défaire mes piles de papier à cause j'ai les doigts paralysés. J'aurais de la misère. J'aurais besoin d'aide aussi pour classer des papiers. On va vous envoyer quelqu'un, ça n'a pas d'allure. On va demander à la commissaire de vous envoyer quelqu'un. Monsieur Bergeron, je dois vous laisser parce qu'on arrive à la fin, mais on va sûrement se reparler. Je vous remercie infiniment de votre témoignage. En même temps, c'est une autre réalité que celle de quelqu'un qui est un combattant. Là, il est considéré comme un achalant. Il dérange parce qu'on ne sait pas quoi faire avec. C'est pas de la faute à M. Bergeron s'il dérange. C'est parce qu'on ne sait pas quoi faire avec. On est impuissant. M. Bergeron, merci de votre témoignage. On va continuer d'interagir sur les réseaux sociaux en clavardage. On a déjà commencé. On peut continuer à le faire. Et je dois vous laisser parce que le temps presse, mais merci de ce beau témoignage. Courage. Et il faut trouver absolument quelqu'un pour vous aider. Merci, M. Bergeron. Vous êtes indispensable. Non, c'est pas moi qui est indispensable. Merci, M. Bergeron. Au revoir. Il faut faire vite parce qu'on va quitter. Je vous remercie tous. Et on aurait pu en parler encore longtemps. C'est pour ça qu'il va y avoir d'autres émissions. Et je m'y engage d'ailleurs. Je vous remercie d'avoir pris la peine de venir ici parce que je sais que c'est pas facile. Puis en même temps, de venir interpeller le monde médical, le monde politique, de venir ouvertement. C'est pas facile. Il y a des gens qui ont témoigné. Je pense que le public a compris, en tout cas ceux qui connaissaient moins, là, ça, ont compris. Moi, j'ai un mot que je veux dire, puis après ça, je vais vous laisser un mot de la fin. Il y a un mot que je veux dire, une chose que je veux dire. On fait pas ça pour la gloire ici, là, je fais pas ça. Il y a d'autres médias qui écoutent, là, il va se créer un mouvement.
s'ils sont aussi fonceurs que je le suis, et je suis sûr que oui. Mais c'est pas pour ça qu'on fait ça. Mais en même temps, moi, ce que j'ai remarqué, ce que je vous dis à tous, qui est à l'écoute présentement, qui avaient peut-être des témoignages tout aussi touchants, sinon plus que ceux-là, qui auraient pu être assis ici présentement, soyez solidaires les uns avec les autres, parce que c'est en équipe que ça va se passer. Vous savez, dans les médias, là, c'est facile, hein, dans les médias, habituellement, là, j'ai sorti la nouvelle, là, puis on a eu ces témoignages, et habituellement, on appelle ça un sujet brûlé. Sujet brûlé, ça veut dire que ça me donne quoi, moi, de représenter ça ou de... Là, il y a une solidarité qui va s'installer, mais il faut une solidarité de votre part entre vous tous. Mais je sais qu'il y a de l'amertume parce qu'un peut aller aux États, l'autre peut pas. On s'en fout des États. C'est au Québec, il faut que ça se passe. Parce que un a eu ci, moi j'ai pas eu ça, puis lui il fait des... soyez solidaires, parce que c'est tous ces messages-là qui viennent interpeller nos auditeurs et auditrices, mais qui vont réveiller le système médical, le milieu médical, qui lui doit être réveillé, ou en tout cas encouragé par le politique. Et je sais qu'il y a du politique à l'écoute. Et je sais que c'est des gens qui ne veulent pas faire de la petite politique. Je les sais intéressés et ouverts. Mais là, il va commencer à être temps parce que c'est pas toutes des histoires inventées. Savez-vous comment est-ce qu'on aurait pu en avoir de témoignages aujourd'hui? Des centaines. J'exagère pas. Et vous pouvez me dire encore plus, là. Vous êtes à l'association, Sophie, vous... Écoute, des témoignages à jeter par terre. Puis je sais tantôt que ça continue d'entrer parce qu'il y a des gens qui ont été interpellés. Il y a même des gens qui voulaient parler aujourd'hui. Alors, je vous remercie infiniment. Vous avez fait un grand bien. Sophie Legault-Millard, un petit mot de la fin peut-être pour ceux qui vivent un semblant d'eux ou qui sont découragés. Il y a un petit peu d'espoir. Et est-ce qu'il faut continuer à se battre? Oui, il faut absolument continuer à se battre. Il faut vraiment se tenir aussi. C'est important que tous ensemble, cette douleur-là, ça vaut juste de deux âmes. Peu importe là, que ce soit en dedans, les jambes ou cette douleur-là, on sait tout qu'est-ce que ça fait. Puis on sait tout le mal que ça fait. Puis ça, il faut continuer à se battre pour. Ensemble. Il faut continuer à se battre ensemble. On la connaît, j'ai pas de mots. Non, mais c'est les bons mots. C'est les bons mots, ils viennent du cœur. Madame Marguerite Lazare, félicitations pour votre travail. Merci. Parce que malgré la maladie, vous êtes debout. Et vous vous battez pas que pour vous, mais pour les autres aussi. Et ça, moi, je trouve ça admirable. Chapeau. Chapeau à vous tous, vous avez témoigné. Mais Mme Lazare, bravo. Puis, vous serez de d'autres combats. Il y en a d'autres, là. Il y a d'autres initiatives. On va continuer. J'espère votre collaboration dans le futur aussi, parce qu'on va poursuivre ici. On peut continuer à faire. Parce que c'est pas moi tout seul, vous, personne d'autre tout seul. C'est une affaire de gang. Si on peut y contribuer, on va le faire. Merci de vous être arrêté. Merci beaucoup. M. Cassatley, oui, il faut s'en aller. Hein. On aurait pu jaser longtemps encore. Ah oui, votre histoire est très touchante. Mais l'important, c'est que la vie mérite d'être vécue. Il ne faut pas abandonner, puis que les proches soutiennent leurs malades, et c'est pas nécessairement dans leur tête. Oui, il y a des cas que ça pourrait arriver, mais quand on a de la souffrance, puis on souffre physiquement, puis c'est inexpliqué, ça peut souvent être autre chose, puis il faut soutenir cette personne malade-là pour que ça tienne à la vie. Merci. Voyez les gens que vous aimez. Hein? Ouais, voilà, merci. Vous saluerez la petite. Hein? Merci. Absolument, oui. Oh là là. Bon, je m'en vais, il faut s'en aller. C'est parti. On est peut-être déjà parti, non? On est encore là. Merci à vous tous. Voilà cette émission spéciale. Il y en aura une autre la semaine prochaine, lundi. On va poursuivre et comme le temps me manque un peu demain, je vais vous m'adresser à vous autres également dans ce dossier, parce qu'on va continuer à interpeller le monde politique que je sais à l'écoute, le monde médiatique, mais aussi le monde médical. De toute façon, les docs, vous ne savez pas, vous n'aurez pas le choix.